Avec l'approche passive, en utilisant des ETF ou les trackers, on va retrouver principalement deux gros indices qu'on retrouve la plupart du temps dans des portefeuilles d'ETF particuliers, notamment le S&P 500, qui est un indice qui est extrêmement répliqué aujourd'hui sur tout un tas d'ETF différents. Donc le S&P 500, c'est un indice qui va répliquer les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. À l'intérieur, on va retrouver Apple, Facebook, Tesla, Amazon et toutes les grosses entreprises que tu connais aujourd'hui. Et de l'autre côté, on va retrouver un autre indice également aussi très connu qui s'appelle le MSCI World. Et donc le MSCI World, c'est comme si tu investissais globalement dans l'économie mondiale de manière générale. Tu ne vas pas cibler les États-Unis comme c'est le cas avec le S&P 500, mais tu vas décider d'investir dans l'économie mondiale de manière générale. Et quand tu décides d'investir ou de choisir un ETF qui va répliquer les performances d'un simple MSCI World, c'est comme si tu décidais de placer ton argent sur l'économie mondiale. Et donc si l'économie se développe au niveau mondial comme ça a été le cas dans les dizaines et les dizaines d'années précédentes, et que ça continuera sans doute d'être le cas dans les prochaines années, toi tu pourras y participer et tu pourras recevoir une partie des récompenses et des performances liées à la croissance de cette économie au niveau mondial. À chaque fois, tu le sais, en fonction des indices et en fonction des ETF que tu vas mettre en portefeuille, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Là, j'aimerais me focaliser sur les deux plus gros indices que je t'ai cités un petit peu plus tôt, le S&P 500 et le MSCI World, et voir à chaque fois les avantages, les inconvénients de ces deux approches. Est-ce qu'il vaut mieux se dire tout simplement je décide de prendre un ETF qui va répliquer les performances d'un indice tel que le MSCI World, ou est-ce que ça vaut le coup peut-être de scinder notre allocation d'actifs pour décider peut-être de reconstituer notre portefeuille en ciblant peut-être le marché des États-Unis avec le S&P 500, le marché peut-être français avec du CAC 40, le marché européen avec un autre indicateur, avec un autre ETF, investir aussi sur les pays émergents, etc. etc. J'aimerais un petit peu te présenter les avantages, les inconvénients pour t'aider comme d'habitude à prendre du recul et que tu puisses au final avoir une vision un petit peu plus objective sur la question et que tu puisses prendre des meilleures décisions d'investissement. Là à l'écran je t'ai mis les performances d'un portefeuille de quelqu'un qui aurait investi 10 000 euros au début des années 1980 sur un simple ETF MSCI World. Donc c'est une personne qui s'embête pas, qui se dit voilà, moi je mets 100% de mon portefeuille sur un simple ETF MSCI World sur le début des années 1980 et on voit ce que ça aura pu donner à la fin de l'année 2022, début d'année 2023. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est un portefeuille, malgré la volatilité, qui a eu des performances juste extraordinaires, puisque 10 000 euros se sont transformés en un peu moins de 850 000 euros sur la période là d'analyse. On a eu une performance moyenne de 10,47%, ce qui est juste extraordinaire, avec une volatilité d'un peu moins de 15% et un ratio de Sharpe de 0,70. Donc ça reste un portefeuille qui a extrêmement bien performé et avec un super ratio rendement-risque. Donc d'où l'intérêt en fait de cette vidéo, de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de éventuellement essayer de reconstituer un portefeuille en scindant l'indice MSCI World en se disant voilà, si je veux m'exposer au marché US, je vais peut-être prendre du S&P 500, si je veux m'exposer au marché français, je vais prendre du CAC 40, etc. Ou est-ce que je m'embête pas et je prends simplement à MSCI World et puis ça ira très très bien. Si on regarde un peu plus dans le détail la constitution de l'indice MSCI World, on se rend compte rapidement qu'on est exposé sur les pays développés, en l'occurrence 23 avec 1512 constituants à l'intérieur, mais que depuis les années 1987, c'est un indice qui a extrêmement bien performé, puisqu'on a fait en moyenne 8,25% de rendement sur cette période, donc entre juillet 2023 et 1987. Si maintenant on zoome un peu plus, on voit qu'on a 1512 entreprises qui sont représentées au sein de cet indice, avec des grosses boîtes comme Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, etc. etc. La plupart des grosses boîtes qu'on retrouve principalement sur le S&P 500. On a une répartition du coup par capitalisation, donc plus une boîte va avoir une capitalisation importante, plus elle va peser lourd aussi dans l'indice. C'est pour ça que Apple aujourd'hui ça représente 5,30%, alors que par exemple JP Morgan ça représente 0,79% de l'indice. Au total, sur les 10 principaux constituants qu'on va retrouver qui sont présentés à l'écran, si on prend ces 10 grosses boîtes, ça représente une totalité, ça pèse pour 20%, un peu plus de 20% de l'indice, ce qui reste quand même assez significatif. Si on regarde au niveau des secteurs auxquels on est exposé avec un simple MSCI World, on est exposé sur le secteur des technologies, des financials, du secteur de la santé, etc. On a quand même plutôt une bonne répartition sectorielle. Par contre, au niveau de la répartition géographique, on est quand même ultra exposé au marché US, et ça, c'est pas pour rien non plus. On a aussi une exposition sur le Japon, le Royaume-Uni, la France, etc. Mais on est quand même ultra axé
sur le marché US, et ça, il y a quand même plusieurs raisons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise MSCI World, en gros, elle fait en sorte que l'indice MSCI World et ses actions représentent 85% de la capitalisation boursière de chacun des 23 pays développés. Donc en gros, quand tu places ton argent sur le MSCI World, tu vas posséder 85% de la capitalisation boursière, en l'occurrence des États-Unis. C'est pour ça que en ce moment, là, on a une grosse domination des États-Unis et des GAFAM, et que le S&P 500 aujourd'hui, ça pèse autant que la moitié que le marché mondial, pèse autant que la moitié du marché mondial. Donc forcément, aujourd'hui, on a une surexposition des États-Unis dans les pays qui sont présentés et sur lesquels on s'expose quand on investit sur le MSCI World, mais ça peut être amené aussi à changer. Puisque quand tu places ton argent sur le MSCI World, tu vas posséder du coup 85% de la capitalisation boursière des États-Unis, mais également aussi 85% de la capitalisation boursière de la France, du Japon, du Royaume-Uni, etc., etc. Donc aujourd'hui, les leaders un peu au niveau mondial, c'est clairement les États-Unis. C'est pour ça qu'on a une surexposition au niveau des États-Unis. Mais si demain c'est amené à changer et que ça devient, je sais pas, la Chine ou un autre pays, là, en l'occurrence, avec le MSCI World, tu ne seras pas exposé à la Chine parce que ça n'investit pas sur les marchés émergents. Ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais si, par exemple, ça devient la France, on peut toujours rêver, tu auras une surexposition peut-être au marché français si on a un changement de dynamique à ce moment-là. Pour toutes les personnes qui s'intéressent plutôt aux dividendes en investissant sur un simple ETF MSCI World, on va être capable de toucher les dividendes. Après, est-ce qu'on va les recevoir comme ça régulièrement et on va être capable de les toucher sur notre compte titre en l'occurrence? Ça va dépendre de la politique et de la nature de l'ETF. Si on est sur un ETF capitalisant, en fait, les dividendes, on va les toucher, mais ils vont être automatiquement réinvestis pour mettre en place la boule de neige et les intérêts composés. Alors qu'avec des ETF distribuants, on va en effet recevoir régulièrement les dividendes, mais on va être imposé à la flat tax de 30%. Donc on va avoir un peu notre capital qui va s'éroder avec cette friction fiscale qui va se mettre en place au fur et à mesure du temps. Mais ça va dépendre de l'approche qu'on va sélectionner et de la nature finalement de l'ETF. Si c'est des choses qui ne sont pas encore très claires pour toi, j'avais fait une vidéo descriptive totale sur les différences fondamentales qui existaient entre les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Donc là, je t'ai mis les infos à l'écran. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, tu retrouveras toutes ces vidéos-là dans la playlist bourse si c'est un sujet qui t'intéresse. Si maintenant on se focalise un peu plus sur le cas du S&P 500, là je t'ai mis également les performances du S&P 500 depuis le début des années 1990 et on voit pareil comme pour le MSCI World, c'est un indice qui a extrêmement bien performé. On retrouve d'ailleurs à peu près la même volatilité et le même type de graphique que celui que je t'ai présenté pour le MSCI World pour des raisons évidentes parce que quand tu investis sur le MSCI World, tu es aussi exposé en grande partie sur des entreprises du S&P 500. Donc sur le S&P 500, tu es uniquement exposé au marché US et aux 500 plus grandes entreprises américaines, ce qui n'est pas le cas avec le MSCI World. Mais même si tu investis sur le MSCI World, tu seras quand même surexposé au marché US et surexposé à la grosse majorité des entreprises qui sont présentes sur le S&P 500. Si maintenant tu veux t'exposer au S&P 500, il y a tout un tas d'ETF qui existent et qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Là, je t'en ai mis un à l'écran de chez iShares. Donc, c'est un ETF qui va avoir des frais de 0,07%. C'est un ETF capitalisant, donc qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, avec une taille de fonds de 55 000 millions d'euros. Donc, c'est clairement aujourd'hui un ETF très utilisé, très fortement démocratisé. Tu vas retrouver une valeur liquidative donc de 425 euros donc pour avoir une part dans cet ETF. C'est un ETF qui est disponible uniquement sur compte titre et que tu ne seras pas capable d'utiliser sur PEA. Tu vas pouvoir te rendre compte en regardant la fact sheet que c'est bien un ETF capitalisant et qui est domicilié du coup en Irlande avec une réplication physique, une réplication complète. Tu sais que tu as des ETF à réplication synthétique, d'autres à réplication physique, avec des avantages, des inconvénients à chaque fois des deux côtés. Là en l'occurrence on est plutôt sur un ETF à réplication physique. Au niveau des positions qu'on va retrouver sur cet ETF, en fait c'est celle qu'on s'attend à voir quand on investit sur l'indice S&P 500. Donc on va retrouver de l'Apple, du Microsoft, de l'Amazon, etc. avec une répartition par capitalisation. Au niveau des pays qui sont représentés, on en a quand même la grosse majorité, à plus de 96% sur les États-Unis, ce qui est tout à fait normal, avec une prédominance sur des secteurs comme celui de la technologie, de la santé, des biens de consommation cyclique, les services financiers, etc. etc. En général, c'est un portefeuille, en tout cas un indice qui fonctionne extrêmement bien, comme celui du MSCI World que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Donc si maintenant on décide d'aller un petit peu plus loin et qu'on regarde sur la même période les performances de ces deux indices,
quelqu'un qui aurait mis 10 000 euros sur du S&P 500 au début des années 90, et même chose pour quelqu'un qui aurait décidé de mettre 100% de son portefeuille sur un simple ETF MSCI World, bah en fait on se serait retrouvé sur la fin de l'année 2022, début d'année 2023, avec 232 000 euros pour la personne qui aura investi 100% de son portefeuille sur le S&P 500 et 123 000 euros pour quelqu'un qui aura investi sur le MSCI World. Donc on aurait eu des performances cumulées de 10,53% pour le S&P 500 contre 8,32% pour le MSCI World, avec une volatilité plus importante pour le S&P 500 et une volatilité du coup de 14,46% pour le MSCI World. Le ratio de Sharpe, plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur c'est. Donc on a un ratio de Sharpe qui est plus important et bien plus significativement important pour le S&P 500 par rapport au MSCI World. Donc en fait, juste en regardant ça, beaucoup de débutants se diraient, bah moi en fait c'est simple, hein, je vais faire comme ça, je vais prendre tout mon argent et je vais investir simplement sur du S&P 500. Et c'est là où en fait il y a la grosse erreur, parce que tu te rappelles, et j'essaye de te l'évoquer ça depuis maintenant très longtemps sur cette chaîne YouTube, mais tu as toujours un équilibre à avoir entre le risque et le rendement. Quand tu investis sur le S&P 500, bah, tu investis en fait sur le secteur qui a le vent en poupe en ce moment, et ça a été le cas depuis les années 90, hein, comme tu peux le voir à l'écran, mais est-ce que ça sera le cas encore dans les prochaines années? Là, on est en train de regarder déjà des événements historiques et on n'est pas capable de prédire ce qui va se passer par la suite. Donc tu es en train, si tu mets 100% de ton portefeuille sur du S&P 500, tu prédis que ce qu'on a pu avoir par le passé, on va continuer de l'avoir par la suite. Et peut-être qu'il va y avoir des changements. Si tu regardes certaines vidéos que je t'ai fait, notamment sur l'historique des marchés financiers, tu te rends compte que tu as des fois certains pays qui vont être prédominants à un moment donné, puis qui ensuite vont être surpassés par d'autres, etc., etc. C'est quelque chose qui change énormément. On a vraiment une mouvance au niveau du marché, au niveau de l'économie, et ça c'est très compliqué de pouvoir le prédire. Donc si tu investis uniquement ton argent sur du S&P 500, déjà tu vas être axé uniquement sur le marché US et sur les 500 plus grandes entreprises américaines, et il suffit que tu aies d'autres entreprises qui se développent en fait à côté dans d'autres pays comme en Chine ou peu importe les autres pays, de toute façon tu ne seras pas exposé, donc tu ne pourras pas profiter en fait de ces performances-là. Et en plus de ça, sur le S&P 500, en fait tu es exposé à 500 entreprises, alors que pour le MSCI World, tu es exposé déjà à 23 pays différents. Et puis en plus de ça, tu as plus de 1500 constituants à l'intérieur. Alors pour le S&P 500, en l'occurrence, tu n'en as que 500. Donc moi, je privilégierais tout le temps, de toute façon, la diversification et l'abaissement du risque par rapport aux performances. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Mais fais attention quand même de ne pas juger à chaque fois un portefeuille ou l'intérêt de t'orienter vers une stratégie plutôt qu'une autre, uniquement en regardant l'aspect rendement. Parce que oui, le rendement, c'est une chose, mais après, la diversification, la volatilité et le risque que tu prends en utilisant une stratégie plutôt qu'une autre, ça c'est vraiment un point important à avoir en tête. Si maintenant on regarde un petit peu l'historique des retours sur investissement, on voit que ce soit pour le MSCI World et pour le S&P 500, globalement on a à peu près la même répartition, on retrouve quand même une courbe de Gauss. Mais globalement, le S&P 500 a été sur ces périodes d'analyse plus performant sur le long terme que le simple MSCI World, parce qu'on a aussi été bien plus concentré dans nos investissements. On a eu une volatilité, donc un drawdown important, notamment durant la crise des subprimes. Les deux étaient exposés sur le marché action et surexposés notamment au marché US. Donc on a eu une volatilité importante des deux côtés et une récupération et un dépassement de notre précédent plus haut de la même manière. Mais voilà, c'est pas parce que tu auras choisi un MSCI World ou plutôt un S&P 500 que tu vas t'extirper totalement de la volatilité. Tu as une volatilité qui va être plus importante sur le S&P 500 que sur le MSCI World, mais globalement, tu auras quand même une volatilité importante des deux côtés. Et au niveau du max drawdown, la perte maximum sur une seule et unique année. Alors c'est pas le max drawdown, parce que le max drawdown, si on prend entre 1900 par exemple 90 et 2022, c'est le maximum de pertes qu'on a pu avoir sur cet horizon de temps. Là en l'occurrence, ce qui est présenté à l'écran, c'est la perte maximale qu'on aurait pu obtenir en fonction des deux approches sur une seule et unique année. Et donc là, sur une seule et unique année, la perte maximale qu'on aurait pu obtenir sur le S&P 500, c'est 14% contre 14,7% sur le MSCI World. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la diversification de ces deux indices, et c'est vrai que pour le MSCI World, on a un peu plus de 1500 entreprises qui constituent en fait cet indice, et pour le S&P 500, on a 500 entreprises qui constituent tout simplement cet indice. Donc il y a un point important à prendre en compte, c'est le poids des 10 principaux constituants, donc des 10 entreprises
qui font partie de l'indice, par exemple MSCI World ou S&P 500, et de voir l'impact et le poids que ça a sur la globalité de l'indice. Par exemple, sur les 10 principales entreprises qui constituent aujourd'hui le MSCI World, donc Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, etc., si on additionne le poids sur l'indice de ces différentes entreprises-là, ça représente un peu plus de 20% du MSCI World. Donc souvent, on va nous dire qu'on est ultra diversifié parce qu'on a investi dans plus de 1500 entreprises, mais les 10 principales entreprises qui constituent en fait le MSCI World, ça représente déjà un peu plus de 20% de l'indice. Et pour le S&P 500, c'est encore pire, parce que le S&P 500, donc c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, mais si tu prends les 10 principaux constituants, donc Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, etc., bah, ça représente presque un tiers de l'indice global. Donc sur 10 entreprises, ça représente plus de 30% du poids global de l'indice du S&P 500. Donc dans les deux cas, oui, on va être quand même diversifié, avec une diversification bien évidemment plus importante sur le MSCI World, mais il faut quand même arriver à comparer les deux et savoir ce que ça veut dire derrière, parce qu'il y a quand même dans les deux cas de toute façon une certaine concentration de l'indice auprès de certaines entreprises. Au niveau des secteurs géographiques, on est quand même relativement similaire, hein. Pour le S&P 500, on est très proche avec le secteur du technologie, de l'information, de la santé, de la finance, etc. Et on est pareil un peu de l'autre côté avec le MSCI World de toute façon, puisque aujourd'hui le marché US, ça représente une grosse partie de la richesse qui est construite au niveau mondial. Maintenant, du coup, est-ce qu'il vaut mieux s'exposer uniquement au marché US parce que globalement et historiquement parlant, c'est un marché qui a très très bien performé, ou est-ce que ça vaut le coup aussi quand même de se diversifier et peut-être s'exposer au marché émergent ou de s'exposer à l'international et pas uniquement au marché US. Et je trouve que ce graphique nous donne quand même une certaine représentation de la réalité, puisque là l'étude a été effectuée entre 1974 et 2020 et on se rend compte que quelquefois sur certaines périodes de temps on a le marché US qui va surperformer et pendant certaines périodes ça va être plutôt les autres actions à l'international qui vont surperformer le marché US, et ça reste quand même relativement cyclique en fonction de ce qu'on va regarder. Et là dernièrement, tu vois, sur les 9,3 dernières années, on a eu une surperformance du marché US. Donc certains crient un petit peu la sonnette d'alarme et brandissent le drapeau rouge en disant peut-être qu'aujourd'hui on est sur un marché, en tout cas pour le S&P 500, qui serait surcoté par rapport à sa vraie valorisation et son réel intérêt sur l'économie au niveau mondial, et qu'on pourrait potentiellement s'attendre à une récession, à une baisse et peut-être à une surperformance des actifs à l'international et pas forcément au marché US dans les prochaines années. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette vidéo, c'est déjà un sujet que j'avais traité sur certaines de mes vidéos que j'avais publiées sur la chaîne YouTube. Une qui s'appelle le S&P 500 trop cher en ce moment, une baisse potentielle à venir, et une autre qui s'appelle faut-il investir obligatoirement sur le marché US. Tu retrouveras ces deux vidéos dans la playlist bourse et je t'invite à aller les voir pour avoir d'autres éléments de réponse par rapport au graphique là que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Dans tous les cas, et c'est ce que je te mets à l'écran, selon moi, les deux approches fonctionnent très bien et sans doute qu'elles offriront des beaux résultats pour les investisseurs dans les années à venir. Après, avoir une exposition uniquement auprès du S&P 500, pour moi, c'est une erreur. Et par rapport à tous les portefeuilles que j'ai présentés sur cette chaîne, je vais toujours privilégier la diversification à la concentration principalement de mes actifs par rapport à mon profil de risque et par rapport à mes objectifs aujourd'hui. Donc quand je parle de diversification, ça va être bien évidemment la diversification sectorielle, la diversification géographique, la diversification en termes de devises, également aussi la diversification en termes d'actifs. On ne va pas s'exposer uniquement au marché actions, mais on peut s'exposer aussi au marché obligataire, le marché des commodities, donc des matières premières, le marché des métaux précieux, ça peut être l'immobilier coté qu'on appelle aussi les rates plutôt aux États-Unis, etc., etc. Donc choisir une approche plutôt qu'une autre, ça va vraiment dépendre pour le coup de ton profil de risque et de tes objectifs personnels. Les stratégies passives ont plus de chances de surperformer les gestionnaires de fonds et les professionnels de la finance sur le long terme. L'investissement via les ETF, c'est vraiment aujourd'hui une stratégie et une alternative extrêmement puissante dans ce sens. Donc c'est pour ça que j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne sur les stratégies passives et notamment sur le lazy investing que tu pourras retrouver dans la playlist bourse si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et pour moi, la pire des choses aujourd'hui, c'est de ne
pas investir ou de penser que forcément il va y avoir un bear market et de rester par exemple en cash dans les 20 ou dans les 30 prochaines années. En tout cas, rester en cash à un moment donné, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais les pires perdants depuis la crise des subprimes en 2008, c'est ceux qui sont restés en cash et qui prédisaient un crack encore plus important. Et finalement, on a eu un bull market juste monstrueux depuis la crise de 2008. Donc en effet, en mars 2020, on a eu une correction, mais ceux qui ont attendu cette correction depuis 2008, bah, en fait, ils ont même malgré la correction, déjà, faudrait qu'ils rentrent sur le marché à ce moment-là, et il y en a beaucoup qui ne l'ont même pas fait, et même s'ils avaient acheté au plus bas à ce moment-là, c'était à un point bas qui était beaucoup plus haut que les opportunités qu'ils auraient pu avoir en 2009, 2010, 2011, 2012. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Les plus grands perdants, c'est ceux malheureusement qui n'investissent pas et qui n'investissent pas sur le long terme, et ceux également aussi qui changent d'approche régulièrement, qui changent d'approche trop souvent. Donc il faut se former, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut avoir un esprit qui va être pragmatique, d'analyser la situation, d'avoir une approche qui va être solide, qui va être éprouvée, et une fois qu'on a trouvé tout ça, bah, il faut s'y tenir et il faut vraiment arriver à investir sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Avant de se quitter, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, tu auras la possibilité de télécharger le listing de l'ensemble des meilleurs ETF à la fois sur PEA et sur compte titre. C'est un travail que j'ai déjà effectué pour toi parce que je me suis rendu compte avec le temps que malheureusement ça demandait énormément de temps, surtout pour pas mal de débutants qui ne savaient pas trop rechercher les infos pour sélectionner en tout cas les meilleurs ETF. Donc j'ai essayé de te faire gagner un maximum de temps là-dessus. Donc tu retrouveras les meilleurs ETF sur PEA, les meilleurs ETF sur compte titre. Je t'ai même fait une section bonus avec les ETF Smart Beta, etc. etc. Donc n'hésite pas à le télécharger, le lien est dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.